Bienvenue à Question d'Info. Macron-Le Pen, c'est donc l'affiche annoncée pour le deuxième tour à un mois de la présidentielle. Alors la candidate frontiste sort-elle renforcée ou abîmée du débat à la télévision de lundi soir? Et puis, au-delà, est-elle en mesure de faire sauter son fameux plafond de verre? Invité de Question d'Info aujourd'hui, Florian Philippot, le numéro 2 du Front National, le député européen. Et à mes côtés, pour vous interroger, Monsieur Philippot, Françoise Fressoz du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Julien Langlais de France Info. Alors bonjour Florian Philippot. Bonjour. On va d'abord commencer avec ce qu'il convient quand même d'appeler l'affaire Bruno Le Roux. Est-ce que d'abord c'est une affaire qui vous choque et est-ce que le ministre de l'Intérieur a eu raison de démissionner? Je pense qu'il n'avait pas le choix. Et rien que pour son bilan en termes de sécurité, puisqu'il était ministre de l'Intérieur, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les Français, puisqu'il n'avait pas davantage brillé que son prédécesseur, M. Cazeneuve, pour assurer la sécurité des Français. Donc vous considérez que le ministre actuel, Matthias Fekl, sera de toute façon un bon ministre de l'Intérieur? J'en sais strictement rien. En tout cas, je remarque que la France n'a plus, d'après ce qu'on voit aujourd'hui en ligne sur le site du gouvernement, n'a plus de personne, de ministre en charge du commerce extérieur. Voilà. Donc la France, qui vient de connaître son déficit commercial le plus élevé de son histoire en janvier, historiquement, n'a plus de ministre en charge du commerce extérieur. Vous allez me dire c'est logique puisqu'elle a transféré totalement la compétence à l'Union européenne. Au moins maintenant les choses sont claires. On va rester sur ce qu'il convient d'appeler, comme dit Julien, l'affaire Bruno Le Roux, avec une déclaration de François Hollande au Conseil des ministres. Françoise Fressoz. Oui, François Hollande qui demande l'exemplarité pour tous ceux qui exercent les plus hautes fonctions. Vous comprenez cet appel? Ou qui briguent les plus hautes responsabilités. Oui, bien sûr, comment ne pas être d'accord avec cela. Maintenant, je pense que, est-ce que M. Le Roux avait le choix? Non. Est-ce qu'il faut faire certaines réformes? Oui. Je pense que chacun a été très surpris d'apprendre qu'on pouvait être assistante parlementaire ou aspirante assistant parlementaire, je ne sais pas comment l'appeler, à 15 ans, en étant déjà mieux payé que certains Français à l'âge adulte qui travaillent. Bon, je pense que tout ça, ça mériterait quand même un bon coup de nettoyage parce que... Un bon coup de nettoyage, justement, le nettoyage a été fait excusez-moi pour m'avoir, en moins de 24 heures. Non, mais je veux dire sur les règles de fond. Oui, voilà. Mais au bout d'un moment, il faut quand même que ces histoires-là ne soient plus possibles et qu'on y mette fin structurellement, je veux dire, dans les règlements ou dans les lois. L'affaire Le Roux, elle a été réglée en moins de 24 heures, alors qu'on voit que M. Fillon, lui, est sous le feu des projecteurs depuis 6 semaines maintenant, et il a donc décidé de rester jusqu'au bout. Marine Le Pen, elle, ne se rend pas aux convocations judiciaires. Donc on peut penser qu'il y a 2 poids 2 mesures. Non, mais le gouvernement n'avait absolument pas le choix et ne mélangeait pas toutes les affaires. Attendez, même s'il n'avait pas été mis en examen, non, mais vous savez, quand vous êtes le ministre de l'Intérieur et que vous devez donner des instructions tous les jours au préfet, moi je viens du ministère de l'Intérieur. Si vous êtes empêtré dans ce genre de justification qui touche à une suspicion d'enrichissement personnel ou familial, on en est à la suspicion, personne pour l'instant ne l'accuse, ou ne le déclare coupable en tout cas, eh bien on n'a pas l'autorité suffisante, surtout pour un poste aussi régalien. Il aurait été sous-secrétaire d'État, je ne sais quoi. Mais il est quand même un des principaux ministres du gouvernement de fait. Président de la République, c'est encore plus vrai. Et moi, j'avais dit à M. Fillon, début février, j'avais dit, pas en le déclarant coupable, mais j'ai dit, pour le bien du débat de fond, il vaut mieux que vous soyez remplacé par quelqu'un d'autre. Et le PS qui demande... Pour le bien du débat. Et est-ce que j'ai pas eu raison? Parce qu'on a passé 6 semaines à parler de Pénélope, les costumes, et aujourd'hui, les nouvelles affaires Fillon, les 50 000 $, je ne sais quoi. Et pendant ce temps-là, on a parlé, malheureusement, très peu des solutions de chacun sur le chômage, les petites retraites, le terrorisme islamiste, l'insécurité, etc. Vous pouvez donner des leçons de vertu quand vous-même, votre candidate refuse de se présenter devant la justice. Est-ce que c'est crédible? D'abord, madame, les affaires ne sont pas les mêmes. Bon, il n'y a aucune suspicion d'enrichissement personnel ou familial chez Marine Le Pen. Aucune. On parle du statut administratif d'un contrat d'assistante. Est-ce qu'elle passait suffisamment de temps à Bruxelles, etc. C'est extrêmement intéressant, chacun se prononcera, mais on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Et d'ailleurs, des cas de figure équivalents, nous en avons trouvé beaucoup au Parlement européen. À peu près une trentaine d'assistants, tous partis confondus, pour une vingtaine de députés français au Parlement européen. Je ne les accuse pas, mais en tout cas, il faudra bien sûr que le parquet financier et l'OLAF se saisissent de la même manière qu'il l'a fait très rapidement à la demande de M. Schulz, un adversaire politique, concernant le Front National. Pour le reste, Marine Le Pen avait demandé elle-même l'ouverture d'une information judiciaire. C'était le 18 février 2016, par courrier, il y a plus d'1 an. Et ils n'ont pas répondu. Ils ont attendu la veille de l'élection présidentielle. Donc à partir de là, il n'y a pas d'urgence absolue, elle y répondra, mais après. Elle y répondra après, ça veut dire qu'après la présidentielle, ça veut dire, entre parenthèses, si elle y répondra après, ça veut dire que d'ores et déjà, vous considérez qu'elle a perdu la présidentielle. Ouais, sauf bien sûr si elle est élue présidente de la République française. Vous dites qu'elle y répondra après, c'est donc si elle est élue, c'est donc dans 5 ans. Ou 10 ans, si elle est réélue.
5 ans ou 12 ans, puisque nous allons mettre en place un septennat unique. Mais pas plus que 12 ans, puisque nous souhaitons un septennat unique, non renouvelable. Ça fera partie d'ailleurs de la réforme de la Constitution. Pour revenir, est-ce que vous êtes d'accord avec le PS qui, lui, demande à nouveau aujourd'hui le retrait de M. Fillon? Vous le demandez aussi, vous? Non, je ne vais pas demander là à une famille politique de retirer son candidat après le dépôt des signatures. Je l'avais demandé quand c'était encore possible d'être remplacé. Je ne suis pas pour que je ne sais quel pourcentage de Français n'ait pas le droit à un candidat ou une candidature. Je suis démocrate, je suis républicain. Donc il est candidat, voilà. Et ce que je veux surtout, c'est qu'on ait, comme ça a été le cas l'autre soir sur TF1, c'était bien, c'était très intéressant. Ça a été d'ailleurs suivi par un immense nombre de Français, ce qui est un signe. Il faut qu'on ait un grand débat de fond pour ce dernier mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. Sans jamais parler des affaires. Ah si, sans jamais parler, vous êtes gentil, mais on en a parlé depuis 8 semaines. On n'en a pas parlé au débat. Un petit peu. Et d'ailleurs, on parlait de la nomination des ministres, mais une des propositions que fait Marine Le Pen, ce sont des enquêtes plus approfondies sur les ministres avant leur nomination. Alors on a parlé du programme et des propositions. Non, mais notamment sur les questions de conflit d'intérêts. Qu'on évite de nommer des ministres qui sont passés, par exemple, dans le secteur financier avant et qui pourraient être tentés, comme ministre de l'économie, de défendre des dossiers financiers qu'ils ont eu à traiter dans une grande banque d'affaires. Ça pourrait éviter des conflits d'intérêts. On va en parler d'Emmanuel Macron, n'ayez pas peur. Hollande qui demande l'exemplarité pour ceux qui briguent des plus hautes. Ça peut être le cas aussi sur les laboratoires. Pour les ministres de la Santé. Les plus hautes responsabilités. Est-ce que Marine Le Pen est, selon vous, exemplaire? Marine Le Pen est totalement exemplaire. Écoutez, je pense que elle l'a démontré, elle est juste anti-système. Alors c'est vrai que quand vous êtes anti-système, des règles qui ne s'appliquent pas pour certains s'appliquent pour vous. Voilà, je vais parler des statuts pour les assistants parlementaires. On a trouvé pléthore d'assistants parlementaires qui sont dans le même cas. En fait, vous avez une attitude à géométrie variable par rapport à la justice. Il y en a qui faudrait écouter la justice, d'autres il ne faut pas l'écouter. Non, c'est pas ça. Mais tout le monde répondra à la justice. C'est pas républicain comme attitude. Je suis certain qu'à la fin, tout ça se finira par des non-lieux. Mais je dis simplement, si vous estimez, parce que c'est ça qui nous a été reproché, que des assistants parlementaires peuvent pas être en même temps des militants dans leur parti politique, je trouve que la règle est stupide et absurde, et elle n'a jamais été posée avant, donc il faudrait dire les choses avant de condamner. Eh bien, il faut le faire pour tout le monde. Alors vous avez tous les partis politiques ont des assistants parlementaires qui ont des responsabilités en même temps dans le parti, et c'est logique, et c'est souhaitable, et ça n'a rien de problématique ou d'illégal. Une précision. Mais c'est ça qu'on reproche à Marine Le Pen et à certains de nos assistants. Une précision en ce qui concerne l'affaire Fillon. C'est Vladimir Poutine qui en a parlé ce mercredi. Le Kremlin publie un communiqué disant « Le président Poutine n'a pas besoin d'intermédiaires pour rencontrer des hommes d'affaires ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Rien. C'est un communiqué du président Poutine, voilà. Mais pendant ce temps-là, je vois qu'on parle peu des petites retraites. Mais on va en parler, mais on vous pose une question, après vous répondez. Rien. Je n'ai pas à commenter un communiqué de ce point de vue-là de M. Poutine. Monsieur Philippot, un mot sur le clip de campagne de Marine Le Pen. On a appris hier qu'il n'y avait pas eu d'autorisation demandée auprès du Conservatoire du Littoral pour tourner des images de la Bretagne. Il y a même un maire de la Côte qui s'est ému que ces images aussi aient été utilisées. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Est-ce que c'est le droit à l'image des mouettes ou des grains de sable, c'est ça? Non. Donc tous les Français qui ont fait des petits films de vacances vont aller demander une autorisation. Apparemment, il y a une autorisation préalable. Mais pour faire quoi? Pour faire des films où vous avez pendant des semaines de tournage toute une équipe de techniciens, du gros matériel, et je comprends parfaitement. Mais là, Marine Le Pen qui va 2 heures sur une plage et qui se fait prendre en photo ou filmer par une caméra, faut arrêter le délire. Alors on poursuit. Là, ça devient pour le coup de la bêtise systématique. Alors, du raisonnement pavlovien. C'est Marine Le Pen, donc on lui cherche des poux. On poursuit. Alors, je ne sais pas si vous allez nous dire qu'on lui cherche des poux à Marine Le Pen, mais il y a aussi dans l'actualité le retour de Frédéric Chatillon, Frédéric Dumoulin. Oui, en fait, voilà, lui-même a reconnu hier qu'il était salarié, qu'il était employé pendant la campagne de Mme Le Pen, actuellement. Vous en pensez quoi de M. Chatillon? Alors déjà, il n'y a rien de nouveau, il a toujours travaillé sur le print et le web. On me posait les mêmes questions il y a 5 ans pour la campagne présidentielle de 2012. Donc pour moi, c'était même pas une information. Entre-temps, il a été mis en examen. Oui, enfin... D'accord, mais... On a eu des confirmations de son idéologie, entre guillemets, antisémite. Non mais monsieur, quand vous dites ça, il faut vous fonder sur des condamnations. Sinon vous êtes dans la diffamation. Voilà, il n'y a pas de condamnation jamais de monsieur Chatillon sur antisémitisme. On va se baser sur des faits. Il faut arrêter aussi de dire... On va se baser sur des faits. Il y a des gens dans votre propre parti qui le trouvent sulfureux et qui ne veulent pas le croiser. Marion Maréchal Le Pen en premier.
Donc, est-ce que vous trouvez que est-ce que c'est un ami? Est-ce que vous êtes favorable à la présence de M. Chatillon? Moi, je veux dire, au bout d'un moment, c'est un prestataire de service. C'est pas un dirigeant, c'est pas un élu, c'est pas il n'est pas dans le conseil stratégique de campagne, etc., etc. C'est quelqu'un qui fait qui travaille sur l'impression et le web. Maintenant, vous savez, si vous voulez raisonner comme ça, alors qu'il n'y a aucune condamnation, rien, c'est facile. Hein. Moi, je vais vous dire, il y a des chaînes de télévision qui ont reçu un certain Mehdi Méclate pendant des années, qui en ont fait leur une. On en parle aussi. Oui, enfin, on en parle aussi. Avec là, pour le coup, des centaines de tweets antisémites, d'appels au meurtre, etc., etc. Et il était reçu complaisamment. Il faisait la une des Inrocks il y a encore quelques semaines. Mais vous savez qu'on en a parlé, y compris ici. Hein. Mais j'imagine bien que vous en avez parlé. Et on nous expliquait que c'était quelqu'un de formidable et tout à fait exemplaire. Mais... quant à la caricature antisémite de M. Macron par l'équipe Fillon, vous vous souvenez, ça en est où? Ils savent toujours pas qui, ils sont tellement mal organisés qu'ils savent pas qui fait quoi dans leur campagne. Donc, il y a des sanctions qui sont en cours. J'en sais rien, bon, peut-être. Si le directeur de la communication a été convoqué. D'accord. Donc on aura une information. Je parle du Parti socialiste. À titre personnel, est-ce que vous considérez que la présence de M. Chatillon dans la campagne, ça porte pas une tâche sur l'entreprise de dédiabolisation? Non, parce que c'est un professionnel et qu'il fait ça professionnellement. Qui a été mis en examen à cause des contrats qu'il avait avec le Front National. D'accord. Mais pourquoi prendre ce risque? Il faut pas. Moi, je n'accuse pas les gens quand il n'y a pas de condamnation. D'accord. Voilà, je le dis clairement, c'est tout. Sinon, on est dans la vindicte personnelle. On est d'accord avec vous, mais pourquoi prendre ce risque? Pourquoi prendre quel risque? Parce qu'il travaille professionnellement, qu'il travaille habituellement avec nous. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Déjà, on n'a pas de banque, qu'on n'ait plus de prestataire de service. C'est ça le but. Ça veut dire que vous avez du mal à trouver un autre prestataire de service? Ça voudrait dire ça? C'est le but, en tout cas, qu'il y ait des pressions. Hein, c'est le but à laquelle chacune d'entre vous fait travailler chaque jour pour qu'il y ait des pressions, Mais vous savez que la justice a des banques, etc. Bon, et bien, vous voulez quoi? Que le Front National, qui fait 30% des voix, ou Marine Le Pen, ne soit pas candidate ou ne puisse pas l'être? Quel est le but de tout cela? Est-ce que M. Chatillon est indispensable au bon fonctionnement du parti et du Front National et de la campagne, en tout cas de Marine Le Pen? Est-ce que c'est un homme clé? Ça veut dire quoi, un homme clé? Un homme vraiment. Est-ce que vous êtes un homme clé, vous, chez France Info? Non, on peut vous remplacer très facilement. Bon. Eh bien, écoutez, on peut le remplacer. Monsieur Chatillon, c'est un professionnel dans son secteur, Mais c'est quand même amusant, au bout d'un moment. Vous savez, il y a 5 ans, vous posiez les mêmes questions. Non, et vous faites semblant de vous indigner toujours à 3 semaines des élections, en faisant semblant de redécouvrir des choses qui n'ont pas changé, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de révélation, et vous faites semblant avec vos dépêches, etc., de redécouvrir des choses. Tout cela, c'est... Ces questions sont judicieuses dans le sens où vous-même vous dites que vous avez fait un gros effort, Marine Le Pen dit qu'elle fait un gros effort de dédiabolisation. Donc voilà, on trouve que ça va. Moi, j'entendais ce matin sur France Info, Monsieur Chatillon, bien connu pour son antisémitisme. C'est quoi? C'est une diffamation. Non, il n'est pas condamné. Je ne suis pas sûr que ce soit une diffamation. Et vous dites, on pose les mêmes questions depuis 5 ans. Depuis 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des procès, notamment un, où la justice a considéré que Frédéric Chatillon pouvait être qualifié de néo-nazi. Depuis 5 ans, ça s'est passé comme ça. Voilà, on poursuit. Oui, enfin, vous savez, la justice dit aussi qu'on peut traiter une femme politique de salope, je sais pas quoi. Donc, ne jugez pas toujours la justice par. La justice. Vous vous souvenez de cette, je crois que c'est Madame Morano, je crois, et puis Marine Le Pen aussi a été victime de ce même genre de décision. La justice a jugé. On peut vous traiter tous les noms, il n'y a pas de problème. On peut vous traiter de fasciste. Oui, la justice a jugé. On peut dire que Frédéric Chatillon vous amuserez à le tweeter. Et néo-nazi. La justice a dit. De manière. Frédéric Chatillon peut être qualifié de néo-nazi. Vous aurez le tweeter 50 fois d'affilée, comme vous le parlez. On avance. Retour sur le débat de lundi. Comment vous l'avez trouvé, ce débat? J'ai trouvé très intéressant. D'ailleurs, il a été suivi par beaucoup de Français, ce qui est un signe. Et je pense que ça a été révélateur pour beaucoup de Français. D'abord, il a été concret, en tout cas du point de vue de la part de quelques candidats. Marine Le Pen, elle y a répondu concrètement. Je pense qu'on sort de là, on sait ce que dit et ce que veut, quelle vision développe Marine Le Pen. Déjà, elle a été la seule, par exemple, à parler de la question de l'Union européenne. La seule, ce qui est extraordinaire. L'Union européenne qui interdit tout aujourd'hui. Maîtrise de l'immigration, parce qu'on n'a pas de frontières. Non, on n'a pas été la seule. Il y a Fillon qui est rentré dedans sur la sortie de l'euro. Patriotisme économique. Voilà. Pardon? Non, elle n'a pas été la seule à parler de l'Union, puisque François Fillon l'a attaqué bille en tête sur la sortie de l'euro. Oui, rappelant des espèces de slogans mais non argumentés, expliquant que... Donc M. Fillon, d'ailleurs, c'est un révélateur. Lui, il veut garder l'euro, donc il veut en même temps supprimer 500 000 fonctionnaires, augmenter la TVA de 2 points, supprimer la durée légale du temps de travail, privatiser la sécurité sociale, détruire les services publics.
On voit ce que ça coûte, le maintien dans l'euro. Fillon en est personnellement un espèce de révélateur et une espèce de preuve personnelle. De ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais par contre, moi j'ai vu, on entendait Marine Le Pen sur les mutuelles très concrètes, on l'entendait sur l'école, on l'entendait sur le terrorisme islamiste extrêmement concrète, la fermeture des mosquées radicales, tout ce qu'il faut faire. Par contre, moi je suis désolé, c'était aussi un révélateur pour M. Macron, où on a quand même vu quelqu'un qui disait oui mais non, mais non, mais oui, qui était d'accord avec tout le monde et pas d'accord avec tout le monde, qui n'avait aucune réponse concrète sur rien, ne donnait aucune vision sur rien et était incapable de trancher manifestement puisqu'il était d'accord et pas d'accord parfois dans la même phrase. Et on s'est amusé d'ailleurs à aligner ces phrases. Vous pouvez changer le sens des mots à l'intérieur des phrases, ça ne change pas la phrase. Donc ce qui prouve, c'est ce qu'on appelle le pipotron d'ailleurs. Vous savez, c'est un instrument qui circule sur Internet. Vous prenez des bouts de phrases. Bon, vous l'accusez d'être flou, mais est-ce que ça suffit? Eh bien, je pense que les gens sont sortis de là en se disant mais Macron, qu'est-ce qu'on en retient? Rien. Et c'est cela qui est gênant. C'est ça qui est gênant parce que je pense que ça le rend même... il y a un côté inquiétant, très inquiétant mais en chez fait, M. Macron. Ce n'est pas le droit à la nuance que vous contestez. Il n'y a pas de nuance. Quand dans la même phrase vous dites vous voulez plaire à tout le monde en même temps, parce que ça s'est vu en fait. C'est toujours ce qu'il fait, mais au bout d'un moment, ça se voit quand vous passez 3 heures de débat, quand sur chaque réponse, sur chaque sujet, dans chaque phrase, vous voulez plaire à tout le monde en même temps, quitte à dire tout et l'inverse de tout, à mettre des mots très très flous à chaque fois dans tous les sens, et que vous n'avez pas de vision, et que vous refusez de trancher, c'est inquiétant. De ce point de vue-là, la candidature et M. Macron est un personnage inquiétant parce que les Français ne savent pas ce qu'il ferait. Les Français voient qu'il ne veut pas trancher, qu'il n'a pas de vision pour la France et je crois que ça a suscité une interrogation et peut-être une inquiétude chez certains Français qui jusqu'ici voyaient les couvertures de presse, les sourires un peu Colgate, mais ne voyaient pas très bien le personnage. Marine Le Pen, elle est rassurante par contraste? Marine Le Pen, oui, je crois qu'elle est rassurante. Y compris sur l'Europe et l'euro? Alors, justement, je pense que c'est un sujet sur lequel elle a été capable de démontrer que, et il y aura d'autres débats pour le faire bien sûr, que si nous maintenons la situation actuelle, voire si on l'aggrave, comme prévu dans les programmes par exemple de M. Fillon et Macron avec des gouvernements de la zone euro, eh bien l'épargne des Français est en danger, clairement. Et c'est le cas depuis la directive de l'union bancaire, où on peut aller piocher directement dans l'épargne des Français pour rembourser les banques. Ils l'ont déjà fait à Chypre, et c'est lié au système de l'euro. Les retraites et les salaires sont en danger, parce que l'austérité à vie, on voit où ça mène à la Grèce. Vouloir rester à tout prix dans l'euro, ça mène à la Grèce. Ça mène à une et ça ne règle rien économiquement. Ça fait que la Grèce a réouvert son débat sur la sortie de l'euro. C'est très impopulaire la sortie de l'euro. Vous savez, c'est un petit problème quand même par rapport au programme de Marine Le Pen. Vous savez bien que ça inquiète. D'abord, ça prouve qu'on n'est pas des démagogues. Et même dans votre électorat d'ailleurs, il y a aussi pas mal de. Il y a une grande majorité de notre électorat qui est convaincue sur le sujet. Mais pas 100%. D'abord, heureusement, on n'est pas comme M. Macron entouré d'agences de com, parce que ce n'est que ça, sa candidature, à prendre les sondages les meilleurs et puis essayer de mettre des slogans. On défend des convictions. Si aujourd'hui on dit qu'un pays n'a aucune liberté politique, aucune liberté économique et industrielle avec l'euro en étant dépendant d'une banque centrale à Francfort, on le dit, on le démontre et on le répète, ce sont nos convictions. Marine Le Pen, sans monnaie, sans frontières, sans maîtrise du budget, sans maîtrise de ses lois, ne peut pas conduire une politique de changement. Et n'importe quel président qui serait élu alors qu'il ne dirait pas la vérité aux Français, c'est-à-dire qu'il ne récupérerait pas la souveraineté qui nous a été enlevée, eh bien serait forcément en échec et impopulaire au bout de 6 mois. Mais ça fait des années que les Français connaissent ça. On élit quelqu'un plein d'espérance, au bout de 6 mois il déçoit, on veut passer à quelqu'un d'autre. Il faut sortir de ce cycle. Et pour sortir de ce cycle, il faut retrouver la souveraineté. Je prends un exemple très concret. L'Europe nous dit hier ou avant-hier, même la clause Molière, vous savez, par les Français sur les chantiers, ce serait interdit au niveau du droit européen. Mais moi, dès qu'on a ouvert le débat sur la clause Molière, c'est la première chose que j'ai dit dans les médias. Arrêtez d'en parler, de toute façon, ce sera déclaré illégal par votre Union européenne. Donc c'est illégal et c'est en plus insuffisant parce qu'il faudrait juste abroger la directive détachement des travailleurs. Est-ce que pour faire cette politique, il faut absolument sortir de l'euro? Pourquoi Marine Le Pen dit, finalement, je me plierai à votre décision, il y aura un référendum et c'est le peuple qui décidera? Est-ce qu'elle a une hésitation en dernière ligne droite? Est-ce qu'elle peut se dire... La sortie de l'euro, ça peut être de l'inflation, ça peut être de la fuite des capitaux, ça peut être une attaque pour les petits épargnants. Où vous en êtes sur ce sujet-là? Non, elle n'a vraiment pas d'hésitation. Elle a toujours dit, le sujet est tellement important pour l'avenir collectif de la nation qu'elle fera un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne après les négociations. Et là, les Français auront le choix et ils décideront. Et si elle perd ce référendum, elle s'en va? Si elle perd, elle s'en va. Parce qu'elle n'est pas comme les autres, à s'accrocher juste pour s'accrocher. Pour faire quoi? Du Hollande? Du Sarkozy? Donc ça sert à quoi? Elle aura été présidente 6 mois peut-être. Écoutez, déjà c'est une perspective que
moi, je n'envisage pas une seconde, parce que si les Français Qu'elle soit présidente ou qu'elle perde le référendum? Non, qu'elle perde le référendum. L'autre est une perspective que j'envisage beaucoup plus facilement. Si les Français ont fait confiance à Marine Le Pen à l'élection présidentielle, c'est qu'ils adhèrent à son projet. Et on n'a pas caché les choses, nous. On n'est pas comme Macron, à rester dans le flou, le vague, à ne pas trancher. On dit les choses. Donc les Français sauront pourquoi ils votent en mai prochain. Et ce référendum, elle le gagnera parce que les Français, vous savez, ils veulent réduire l'immigration fortement. Pour cela, on a besoin de notre souveraineté territoriale, de nos frontières nationales. Ils veulent faire du patriotisme économique, soutenir nos PME françaises, faire en sorte qu'elles puissent, par exemple, être prioritaires dans les marchés publics. Pour cela, on a besoin de se défaire des règles de l'Union européenne, parce que sinon c'est interdit. Françoise, par exemple, il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Il y a quand même une grosse Ou interdire les OGM, on n'a pas le droit de le faire avec Il y a quand même une grosse inquiétude sur les 6 premiers mois où vous entendez un certain nombre d'économistes, de banquiers dire l'arrivée de Marine Le Pen, c'est l'inflation assurée, c'est la hausse des taux d'intérêt, donc c'est le bazar et c'est la fuite des capitaux. Comment est-ce que vous gérez, comment vous rassurez l'opinion sur cette période de 6 mois entre l'élection de Marine Le Pen et le référendum? Déjà, ce ne sera pas le bazar parce qu'il y aura enfin un chef de l'État et un État. Voilà. Mais ça suffit pas. Hein, si, on va quand même dans un certain nombre de domaines siffler la fin de la récréation et arrêter l'espèce de l'insécurité, le laisser-faire économique général où on laisse les grands groupes faire pression, la grande distribution sur les petits éleveurs, les petits producteurs. Ce sont quelques exemples. La grande distribution sur des PME. Est-ce que ça passe par le limogeage de fonctionnaires? Non. Ça a été plus ou moins évoqué. Non, mais vous savez. Ou de juges ou de policiers. Il n'y a aucun limogeage. Nous sommes parfaitement respectueux des institutions de la République, d'ailleurs davantage que certains hauts fonctionnaires politisés qui se permettent d'intervenir dans la campagne électorale et qui ne respectent pas, qui n'honorent pas d'ailleurs plus que cela. Parce que moi j'en viens, je sais ce que c'est que l'honneur d'être fonctionnaire, qui n'honorent pas leur fonction. Parce que le fonctionnaire, il n'est pas là derrière pour servir un régime, il est là pour servir la France et la République, premièrement. Comment vous et se plier évidemment au choix démocratique qui est fait par les Français. Comment et c'est tout leur vous honneur. sécurisez cette période où il peut y avoir de très fortes turbulences économique? Alors voilà, ce que vous dites là, vous savez, c'est la même chose. Ça devait être le bazar après le Brexit. Ça devait être le bazar après le vote le 23 juin 2016. Mais on n'y est pas dans le Brexit, hein, c'est pas encore. Non, mais relisez ce qui était écrit à l'époque, peut-être même dans Le Monde. Ça devait être le bazar après le vote. Après le vote. Parce que le vote allait déclencher des anticipations, etc. Et ça, c'est ce qui a été théorisé, ça s'appelle le projet peur. Alors, il faut quand même expliquer au bout d'un moment aux gens, c'est que vous avez des institutions qui sont en fait complètement politisées, ce type Institut Montaigne, IFRAP, ou des think tanks qui sont en fait tous liés à des grandes boîtes ou qui sont liés à des candidats, là, Macron, Fillon essentiellement, et qui vous font des prévisions apocalyptiques pour effrayer les gens, pour que surtout, ils ne changent rien. Parce que ces grandes boîtes-là ont intérêt à ce que rien ne change en France. Est-ce qu'elles se gaffent toujours en permanence, un maximum? Et est-ce qu'elles aient des petits valets au pouvoir qui puissent servir leurs intérêts? Et a fortiori des valets soumis à leur maître de l'Union européenne. Voilà la réalité. Ça, c'est le projet peur. Et puis quand ça leur échappe et que le peuple ne vote pas dans leur direction et que ça se produit vraiment, type Brexit, on se rend compte que c'était du pipeau. Et les mêmes institutions, comme elles l'ont fait en septembre dernier, reviennent devant le peuple en disant on s'est trompé, on était trop pessimiste. Je vous donne un exemple. La Banque d'Angleterre avait dit si les Anglais votent le Brexit, le Royaume-Uni finira l'année 2016 en récession. Le Royaume-Uni a fini l'année 2016 avec 2 fois plus de croissance que la France. Quand on vous entend, on a vraiment l'impression que votre cible c'est Macron. Donc en fait, non, mais le grand patron, Fillon est pas mal non plus. Vous espérez AXA, Marc Ladré de la Charrière. Vous préféreriez être au deuxième tour vous préférez que votre candidate soit au deuxième tour face à M. Fillon? Non, mais j'ai pas de préférence particulière. Je pense que ce sont vraiment des programmes très similaires sur le fond. Et vous pensez que M. Fillon peut encore être au deuxième tour? Mais oui, bien sûr. Non, bien sûr. Vous savez, l'élection, un mois avant, ce serait très présomptueux de dire que les jeux sont faits. Personne, pour l'instant, n'est au second tour. C'est aux Français de le décider. Il reste un mois de campagne avant le premier tour et un vote absolument décisif. Mais ce sera de toute façon que ce soit Macron ou Fillon. Un débat intéressant parce que vous aurez deux visions du monde très très différentes. Le mondialisme vraiment décomplexé. C'est vrai que peut-être que Macron l'assume davantage parce que lui il dit même qu'il n'y a pas de culture française. Il dit même que les arts français ne les a jamais vus. Je ne fais que le citer. Il a du mal manifestement même avec la langue française. On voit des anglicismes qui apparaissent un peu partout dans sa campagne. Bon. Ça, je ne parle même pas de son programme de casse sociale et le programme très laxiste en matière d'immigration. Ça veut dire que c'est un mondialisme. Emmanuel Macron, c'est le parti de l'étranger pour vous? C'est ça que ça veut dire? Non, ce n'est pas des termes que j'emploie. C'est le parti de ce qui existe, de la politique qui est menée depuis des dizaines d'années. Mais peut-être plus assumée, plus aggravée encore. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que c'est la politique menée depuis des dizaines d'années que regardez qui l'entoure.
On nous avait promis il y a quelques semaines le renouveau, une autre manière de faire de la politique, En Marche, etc. On voit Robert Hue, tous les ministres hollandais qui peu à peu sont en train de le rejoindre, que les Français vont se retrouver avec la même majorité que celle qu'on a depuis 5 ans. Monsieur Bayrou, Monsieur Attali, Monsieur Berger, il y en a plein. Enfin, lui, il arrive quand même à rassembler, alors qu'on a l'impression que du côté Marine Le Pen couvre grand les bras, c'est plus difficile quand même. Écoutez, ça, moi, vous ne le ressentez pas? J'ai pas envie de. Je vous le dis franchement, on n'a pas envie de rassembler avec Robert Hue. Non, peut-être, mais vous les avez ministres de François Hollande. Alors vraiment, des appels. Marine Le Pen a dit. Nicolas Dupont-Aignan, vous aimeriez bien. Mais il est candidat. Surtout qu'il progresse dans les sondages. Mais il est candidat, il a parfeitement le droit, il est candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, je lui dis, il est patriote. Il est patriote et il est gaulliste comme moi. Il aura toute sa place dans le dispositif. Mais bien entendu qu'il aurait toute sa place dans le dispositif, parce que nos adversaires savent se réunir au second tour. Ne croyez pas, là, les Fillon, Macron, Mélenchon, Hamon, tous là, ça fera alliance au second tour, on le sait déjà. On le sait déjà. Même si c'était Hamon ou Mélenchon au second tour, mais Fillon et Macron seraient derrière lui. Ça, on le sait. Et Dupont-Aignan, nous aussi, il faut qu'on soit unis. Et Dupont-Aignan, vous comptez sur lui au second tour? Pour le second tour? Oui, bien sûr. Oui. Vous avez déjà des contacts avec lui? Des gages de lui ou pas? Non, on n'a pas de gages de lui. Il a fait sa campagne. Mais bien sûr, moi je pense qu'il fera le bon choix, comme le feront tous les patriotes, qui soient d'ailleurs connus comme M. Dupont-Aignan ou moins connus, des gens qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite, qui veulent défendre la souveraineté, l'identité nationale, le modèle social, et qui aiment la France profondément, tout simplement. Jean Lassalle, oui. Jean Lassalle. Je ne vais pas faire mon marché dans les candidats. C'est intéressant de savoir votre majorité, de connaître votre majorité. Non, mais on n'est pas là pour faire... Pour l'instant, je vais vous dire, Jean Lassalle, c'est un peu normal, je l'ai peu entendu, je ne peux pas me prononcer. Je sais qu'il défend des choses intéressantes sur la ruralité. Ouais. Je pense qu'il le fait avec conviction et avec sincérité. Et c'est vrai que ça tombe bien. Nous aussi, depuis des années et des années, nous défendons les services publics dans la ruralité. Nous disons que la ruralité a été abandonnée. Et nous sommes au chevet des agriculteurs et des éleveurs français, qui sont vraiment, eux, les dindons de cette mondialisation, malgré eux, de cette mondialisation sauvage. Et dont personne, d'ailleurs, je remarque, excusez-moi, je finis juste la phrase, personne ne parle dans cette élection, à part Marine Le Pen, précisément de la situation de nos agriculteurs. Personne. Et c'était peut-être le grand oublié du débat. On va parler de ce que vous appelez la ruralité, les départements, les régions. Nicolas Dupont-Aignan ferait un bon Premier ministre? On ne sait pas d'abord à moi de le dire, ce sera la présidente de la République française. Mais vous avez une idée, vous la conseillez beaucoup. Je vois pas pourquoi il n'aurait pas les qualités pour l'être, mais c'est pas une discussion que Marine Le Pen, à ma connaissance. Je crois que c'est une question piège de Frédéric Dumoulin. Oui, parce que on avait dit à un moment que vous pourriez être le Premier ministre de Marine Le Pen. Ça permet de faire une dépêche. Voilà, et puis a priori, c'est pas forcément ce qui est prévu. Alors on poursuit, Françoise Fresso. Alors justement, à propos de la ruralité, dans l'actualité, l'Association des maires de France auditionne aujourd'hui les candidats. Dans le projet de Marine Le Pen, il y a la suppression des conseils régionaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et la logique de la mesure et comment vous y prenez pour supprimer les conseils régionaux? Alors, comment on s'y prend, c'est pas très. Là, pour le coup, c'est pas très compliqué. Hein. Il faut changer l'arsenal législatif français. Les conseils régionaux, ils datent du début des années 80, avec les premières élections en 86. Voilà, il ne s'agit pas de supprimer les régions. Il y aura toujours une Bretagne, une Alsace, une Picardie, etc. Bien sûr. Ça, c'est l'histoire et c'est la géographie. Mais supprimer le conseil régional avec ses élus rémunérés, avec ses conseils économiques et sociaux régionaux rémunérés. Dans des élus Front National. Oui, c'est la deuxième preuve qu'on n'est pas démagogue. Non, mais... oui, on va effectivement renoncer à des élus. Vous avez des élus, mais vous n'avez pas réussi à remporter des régions. Non, parce qu'ils se sont retirés. Voilà, il faut supprimer cette strate. Et en plus, cette strate, si vous voulez, en plus, la fusion avec les grosses régions est encore plus éloignée. Donc c'est beaucoup de coûts. Ça permettra de baisser les impôts locaux. C'est beaucoup de complexité. Il faut supprimer en même temps les intercommunalités. Alors les communes pourront travailler entre elles comme elles savent le faire avec des syndicats, par exemple, sur certains sujets précis. Mais il faut préserver absolument les communes. Moi, je regrette que 1000 communes aient déjà disparu à cause des fusions un peu forcées. Les régions, c'était quand même tout le développement économique. Oui, mais je sais qu'il y a nos concurrents, beaucoup de nos concurrents ne croient pas aux communes. Or, c'est la proximité. Or, le maire, chacun le connaît. Et d'ailleurs, il faudrait revaloriser le maire des petites et des moyennes communes. Il faut les revaloriser parce que c'est un métier qui est à plein temps. Revaloriser, c'est-à-dire un statut d'élu avec un salaire? Oui, et revaloriser d'ailleurs leurs indemnités parce qu'il y a des maires ruraux qui gagnent quelques centaines d'euros par mois alors qu'ils sont 24 heures sur 24. Le maire, vous pouvez le solliciter sur tout. Vous savez ce qu'on veut dire? Avec Marine Le Pen, avec Florian Philippot, on retourne à la France d'antan. C'est un peu la France d'autrefois idéalisée.
On peut aussi Communes, peuvent évoluer. Communes, départements, État. Oui, mais quand ça ne fait... sur la décentralisation, en fait, vous voulez... En partie. La Mais quand ça ne formation, fait le que ça- développement économique des régions, c'est ça qu'incarnent les régions. Qu'est-ce que vous en faites de ça? Voilà, alors justement. Alors les compétences ne disparaissent pas. Les compétences de proximité, par exemple les lycées, c'est une compétence de proximité des régions, vont vers les collectivités de proximité, en l'occurrence les départements, parce qu'il y a une cohérence. Ils ont déjà les collèges, ils auront les lycées aussi. Qui sont exempts, qui n'ont pas de Attendez, sous. il y a des financements qui vont aussi derrière, et y compris le personnel. On pourra jouer ensuite sur les départs à la retraite, mais d'abord les personnels des régions et des intercommunalités seront d'abord transférés soit vers la collectivité qui reprend la compétence, soit vers l'État quand c'est l'État qui reprend la compétence. Il y a aussi les compétences que va reprendre l'État, par exemple les transports régionaux, l'aménagement du territoire au sens large. Il faut un grand ministère de l'aménagement du territoire. Ça a été un des grands oubliés des dernières décennies, l'aménagement du territoire pour équilibrer la ruralité, les banlieues. Vous fichez en l'air toute la décentralisation, en gros. Mais c'est pas un bond en arrière. Est-ce que vous trouvez que ça a été positif ce qui a été fait du point de vue du coût des finances publiques? Ça a explosé, y compris le nombre de fonctionnaires territoriaux. Les impôts locaux ont explosé. Est-ce que ça a rendu la démocratie plus performante? Non. Plus personne s'y retrouve. Vous votez pour des collectivités, vous ne connaissez même pas leurs compétences, et on ne peut pas en vouloir aux gens, c'est extrêmement compliqué. Les agents eux-mêmes parfois sont perdus, je vous l'assure. Moi je suis conseiller régional, je le sais, et c'est pas leur faute non plus, c'est très compliqué. Et puis c'est pas efficient quand vous avez 6 strates de la commune à l'Union européenne qui peuvent s'occuper potentiellement de tout. Au bout d'un moment, on se marche les uns sur les autres, on se marche sur les pieds, ou alors on dépense pour montrer aux autres qu'on est meilleur. Donc c'est la course à la dépense. Et en combien de temps vous pensez pouvoir faire ça? Il faut le faire la première année du quinquennat. La première année du quinquennat, oui. Dissolution des conseils régionaux et les intercommunalités, et grandes réformes sur l'Union européenne, voire départ si les Vous allez perdre tous vos élus, vous allez perdre vos élus européens, vous allez perdre vos élus régionaux. Vous voyez. Non, mais voilà. D'accord. Voilà un parti, une candidate qui travaille pour l'intérêt général, vous voyez. Alors peut-être que donc vous perdriez peut-être les élus régionaux européens. Alors il y a le problème aussi de la majorité après la présidentielle. Une question peut-être de Julien. Vous avez investi, je crois, à partir d'aujourd'hui, non, déjà 530 candidats pour les législatives. D'abord, ça veut dire qu'il reste de la place pour qui? Il reste... Alors, nous, on a fait 2 étapes, les pré-investitures et les investitures confirmées. Il reste de la place parce que tout n'est pas encore investi. D'accord, mais 530 candidats sont bien investis là maintenant. Je ne serais pas capable de vous donner un chiffre précis, très honnêtement, parce que j'aurais dû le regarder avant de venir chez vous, mais ça doit être ça, puisque c'est écrit dans la presse ce matin. Vous-même, vous serez candidat ou pas? Oui, moi je suis préinvesti, je crois que je suis confirmé. Marine Le Pen dans la 6e circonscription de Moselle, à Forbach. Marine Le Pen sera candidate où? Marine Le Pen sera présidente de la République. Donc on ne peut pas être président de la République et en même temps député, et on ne compte pas revenir sur cette interdiction de cumul. Et quelle majorité D'ailleurs, c'est cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure, nous souhaitons d'ailleurs une assemblée à 300 députés, et élus sur une liste nationale à la proportionnelle. Ça peut pas être dès le mois de juin. Non, c'est vrai. Là, l'assemblée sera élue sous l'ancien modèle. C'est pour 2022, ça? Ce sera pour, a priori, 2022, oui, c'est ça. Parce que vous savez ce que propose Benoît Hamon. Il dit proportionnel au niveau régional, éventuellement, et dissolution de l'Assemblée pendant le quinquennat, élection législative avant 2022. Non, mais ça peut être un choix du président ou de la présidente de la République. Maintenant, il faut conserver aussi une certaine stabilité. Donc, je ne sais pas s'il faut faire des dissolutions comme cela en permanence. Mais oui, une liste nationale, pour que les députés se souviennent bien qu'ils sont des élus de la nation, qui doivent voter les lois de la nation, qui seront redevenues souveraines par rapport à l'Union européenne. 300 députés et non pas 577, ça suffit largement. Comme 200 sénateurs et non pas 348, ça suffit largement. Les sénateurs, eux, représentant les territoires. Voilà. Et donc je pense que c'est équilibré. Et puis on va recourir au référendum beaucoup plus souvent. Pour modifier par exemple la Constitution, il faudra obligatoirement un référendum. On va supprimer la procédure du Congrès, on l'enlèvera de la Constitution. Plus de Congrès. C'est ce qu'on proposera. Non. Le Congrès a trahi sur le traité de Lisbonne. Là, il a démontré qu'il ne méritait plus cette possibilité de modifier la Constitution. Il faut que ce soit le peuple. Et d'ailleurs, la procédure normale, si vous relisez notre Constitution, c'est normalement le référendum. Et il est prévu dans la Constitution que le Congrès, ce soit l'exception. On en a fait l'inverse. Une seule possibilité, donc, de modifier la Constitution, le peuple. Le peuple, le référendum. Le Congrès. Et on créera le référendum d'initiative populaire. Vous rassemblez 500 000 signatures, et bien vous déclenchez vous-même un référendum. Donc le peuple qui va voter pour la présidentielle aux législatives avec une question de Françoise. Dans les sondages, on voit que Marine Le Pen est systématiquement battue au 2e tour. Est-ce que pour vous, 2017, l'enjeu, c'est la présidentielle ou c'est plutôt les législatives? Ah non, les deux.
Les deux. C'est-à-dire la présidentielle est absolument... Et là, la victoire est parfaitement possible. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Moi, ce qui me fait dire ça, c'est que... Alors déjà, moi j'ai une petite expérience. Je ne crois pas au sondage de second tour avant que le premier tour soit arrivé. Et vous croyez au sondage de premier tour ou pas? Oui, pas je ne fétisise pas le chiffre, mais je regarde les dynamiques. Parce que là, selon les sondages, Marine Le Pen est entre 24,5 et 27%. Oui, c'est ça. Bon, après, est-ce que c'est Emmanuel plus... Macron, un peu plus, un peu moins. Oui, mais enfin, il faut regarder les dynamiques globalement. Ouais. Ça, oui, après le chiffre, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Et je ne mettrai pas ma main à couper que les chiffres sont les bons. Et certains disent d'ailleurs, tout parti politique confondu, Marine Le Pen, elle est peut-être sous-évaluée, sous-estimée. Peut-être. En tout cas, sur le terrain, nous, on ressent... je ne suis pas capable de vous dire sur le terrain si on est plutôt à 31 ou 27. C'est difficile à ce niveau-là, mais en tout cas, on est très haut. Alors, c'est certain. Et donc pardon. Et on voit aussi une volonté d'aller voter. Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui peut-être d'ailleurs s'abstenaient et qui ont compris que le vote, c'était plus qu'utile. C'est un mot un peu dévoyé, ça, le vote utile. Le vote, c'est une arme de pouvoir. De pouvoir, on peut avec le vote. Le Brexit l'a démontré. Ceux qui ne croyaient plus au vote, peut-être qu'ils ont vu le Brexit, ils disent si en fait on peut changer les choses encore en votant, même quand l'ensemble des médias, etc., vous disent l'inverse. Voilà. Même quand l'ensemble des médias soutiennent un autre candidat. Bon, et vous savez qui. Mais je pense que ça va se traduire dans les urnes, et donc on peut gagner. Et on va gagner aussi parce que les Français se diront, mais attendez. On va pas continuer avec les mêmes, quoi. On va pas reprendre un ancien ministre de Hollande ou un ancien Premier ministre de Sarkozy. On connaît les résultats de cette politique, ça ne mène à rien de bon. Les médias, vous aimez bien quand même. Vous avez fait un débat sur TF1. C'est d'ailleurs une première quand même pour le Front National et pour sa candidate d'être invitée dans un grand débat avec les 5 principaux candidats, plus de 10 millions de téléspectateurs. Est-ce que pour vous, vous avez l'impression d'avoir gagné en respectabilité? Et est-ce que c'est pas une victoire, peut-être aussi pour vous d'ailleurs, qui êtes l'un des stratèges politiques de ce parti, d'avoir permis à Marine Le Pen d'avoir cette place? Est-ce que vous trouvez qu'elle a été acceptée dans le fameux système que vous dénoncez? Il manquerait plus que ça quand même. Non mais c'est pas si. Vous imaginez TF1 organiser un débat sans Marine Le Pen? Mais donc finalement... Alors déjà, moi j'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas les 11 candidats, et nous l'avons dit avant le débat, et nous l'avons dit au début du débat. Et oui, on l'aura effectivement les 2 prochaines fois, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, chacun est à égalité, il n'y a pas de petits et de grands candidats, il y a des candidats au sens de la Constitution française. On avance sur les législatives. Vos ambitions, c'est quoi pour les législatives? Une majorité. Une majorité absolue. Qui ne sera pas forcément que le front. Expliquez-nous exactement les contours de votre majorité. Mais ça veut dire que Marine Le Pen, présidente de la République française, s'adresse à tous ceux qui veulent, qui s'engagent sur un projet qui est le sien ou qui est très proche, avec sincérité, qui sont patriotes, qui viennent, peu importe de la gauche ou de la droite. Citez-nous quelques noms parce qu'on ne voit pas très bien ce que vous voulez dire. Mais non, mais je veux pas... alors on va poser la question. Est-ce qu'il peut y avoir un exemple concret? Oui, il y a 3 semaines, par exemple, un maire et conseiller départemental de Seine-et-Marne, M. Baquet, qui est maire et conseiller départemental depuis pas mal de temps, qui était chez les Républicains il y a 3 semaines. Il a rejoint le Rassemblement Bleu Marine. Il a parrainé Marine Le Pen. Et voilà. Et je pense alors c'est pas Robert Hue, c'est pas une star. Mais c'est un excellent élu de terrain. Et en plus, il dirigeait le SDIS, c'est-à-dire les pompiers dans son département. Donc il connaît bien le terrain. Plus globalement, est-ce qu'il peut y avoir un rapprochement? C'est ça la logique. Entre la droite et l'extrême droite, notamment l'extrême droite, je sais pas, elle n'est pas présente, je crois, dans cette élection. Oui. Vous savez, elle est à 0,8% des voix d'après le ministère de l'Intérieur. Vous savez, quand on parle d'extrême droite, on pense au Front National. Ah oui, vous pensez au Front National, mais c'est pas très respectueux des millions d'électeurs français qui n'aiment pas être traités d'extrémistes, et ils ont bien raison. Moi, je défends leur honneur. Donc, vous pensez qu'il peut y avoir un rapprochement Front National, Parti Les Républicains? Vous tablez dessus? Ah non, un rapprochement, les Républicains, ça n'aurait aucun sens. Après l'élection. Ils sont européistes. Avec Laurent Wauquiez, par exemple, vous pourriez... Attendez, ils ont un bilan d'immigration massive. Je vous souvenir, sous Fillon, on a fait 1 million d'entrées légales en 5 ans. On a laissé l'islamisme se développer. On a laissé Schengen continuer. Ils veulent continuer d'ailleurs avec Schengen encore aujourd'hui. On n'a rien à voir. Sur l'Europe, ils sont fédéralistes. Ils veulent la France complètement sous tutelle dans tous les domaines. Les Républicains. Et ils sont ultra-libéraux. Les Républicains qui voudraient vous rejoindre, vous leur dites oui ou non? Mais il y a des Républicains qui ne se sentent plus bien, plus chez eux, chez les Républicains. Parce qu'ils sont gaullistes, par exemple. Et il y a des négociations déjà avec ou des gens qui viennent aussi, d'ailleurs, du centre ou de la gauche, qui se sentent plus bien. Comment voulez-vous vous sentir bien dans des partis qui défendent l'inverse de vos convictions? À ce moment-là, ils viennent. Dans ce qu'on voit au quotidien, ils vont chez Macron. Non, mais ça, vous parlez, vous, des vieilles gloires.
C'est le plateau des années 80, vous voyez. Alors, Moi, j'ai comparé ça un peu à la tournée star des années 80, à la campagne de Macron. Sauf que j'ai précisé que je préférais Jeanne Masse à Robert Hue et je préfère Désirless à François Bayrou. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Peut-être une ou deux questions vous concernant, Florent Philippot. Vous entendez ce qu'on entend, nous, au Front National. Si Marine Le Pen n'est pas élue, ce sera la fête à Philippot. Est-ce que vous craignez d'être banni de ce mouvement si jamais c'est la défaite? Mais ma fête, je crois que c'est le début mai. Vous voyez, mais ce sera ma vraie fête. La Saint-Florian. Gilbert Collard. Mais elle est masquée un peu par la Saint-Sylvain, je crois que c'est le même jour. On ne voit pas dans le calendrier. Gilbert Collard qui dit même qu'il faudrait vous virer du Front National, vous le savez. Non, il a démenti. Ah bon. Ça n'avait tellement pas de sens qu'il disait qu'il se présentait selon ce livre au comité central du Front alors qu'il n'est pas adhérent du Front. Donc on voit bien que c'est totalement inventé. Ce qu'on sent, c'est que vous jouez quand même très gros dans cette campagne puisque vous avez imprimé la ligne. Et que là, pour le moment, elle est perdante au deuxième tour. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un éclatement du Front National en cas de défaite? Vous savez, Marine Le Pen, c'est une grande personne, vous la connaissez, à qui on n'impose rien. Donc, elle sait ce qu'elle fait. Moi, je me retrouve totalement dans sa stratégie depuis le premier jour et dans ses convictions. Et on ne peut pas dire que ce ne soit pas couronné de succès. Ça fait quand même 3 élections successives qu'on est premier parti de France. Donc, il y a pire quand même comme politique. Maintenant... Moi, vous savez, j'entendais déjà, j'ai retrouvé des articles qui datent de janvier 2013. J'étais à peine arrivé, où on me disait déjà, Florent Philippot, on a pour quelques semaines. Bon, moi, je laisse passer tout ça. Au début, je regardais, maintenant. Allez. Et vous dites, ça y est, c'est gagné? Non. Marine Le Pen va être présidente? Vous serez peut-être... Non, je dis aux Français, allez-y, quoi. Allez, ne vous faites pas voler cette élection, remettez pas les mêmes, même quand ils se présentent sous un visage un peu différent, vous aurez derrière les mêmes majorités que celles que vous avez depuis 30 ans. Ne faites pas cela. Allez vers un projet, allez sur marine2017.fr, nos 144 engagements, et vous verrez que vous vous y retrouverez très certainement. 30 secondes. Un dernier mot, M. Philippot, partagez-vous l'émotion du monde politique après la mort d'Henri Emmanuelli? Oui, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai le souvenir qu'il avait fait campagne pour le non en 2005, efficacement. Et moi, je le connaissais comme téléspectateur, à vrai dire, partisan moi aussi du non à l'époque, et je l'avais trouvé efficace, et c'est ce que je voudrais en retenir. Voilà, parce que je ne connais pas bien le reste. Merci, c'est la fin de questions d'infos. Florian Philippot. Alors avant de conclure, je voudrais annoncer la parution d'un livre qui vous est consacré, Florian Philippot, son titre Philippot Ier, le nouveau visage du Front National. C'est un ouvrage d'Astrid de Vilaine et de Marie Labat et c'est publié chez Plomb. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Florian Philippot. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci.